Donc, le Global Gateway. Nous avons ici 4 personnes qui savent exactement de quoi cela s'agit. Nous avons donc 3 francophones et M. Palmieri qui parlera en anglais. Donc, pour ceux qui le veulent, les casques sont toujours disponibles. Donc, le Global Gateway, il s'agit donc que la Commission européenne a élaboré cette nouvelle stratégie qui vise à mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros d'investissement entre 2021 et 2027 pour le financement des projets durables et à forte valeur ajoutée. Donc, comme je le disais, nous avons avec nous Salima Yenbou, qui est députée européenne du groupe Renew de la majorité présidentielle en France. Nous avons Jean Van Witter, directeur général d'Enabel, qui est l'agence belge de coopération. Monsieur Stefano Palmieri, qui est qui est le vice-président de la section Union économique et monétaire de la cohésion économique et sociale du Comité économique et social européen et membre du comité de suivi de l'ACP-UE. Et monsieur Azak Beg, qui est conseiller service européen pour l'action extérieure, division panafricaine. Donc, je vais commencer en mettant, entre guillemets, les pieds dans le plat. Quels sont pour vous les principaux objectifs du Global Gateway? Et que pensez-vous de cette initiative? Qui est-ce qui veut démarrer? Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, je vais prendre un biais un peu différent pour répondre à cette question. Parce que quand j'ai commencé à travailler sur le Global Gateway, ancien NDICI, en 2019, il y avait beaucoup de choses qui me déplaisaient dans ce que j'entendais. Et les speakers en ont un petit peu parlé. C'était la manière de parler de l'Afrique, la manière de regarder l'Afrique. Et avant de commencer à travailler sur ce programme, j'ai trouvé important de redéfinir nos relations avec l'Afrique. Et c'est ce changement, enfin j'appelais ça un changement de paradigme, un changement de lunettes pour regarder cette Afrique qui est différente de celle d'il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ce changement de paradigme, il a été d'autant plus difficile, parce qu'on parle du prochain mandat qui va être difficile, mais ce mandat, il était pour le voisinage sud très compliqué, avec un commissaire qui se moquait royalement du voisinage sud. Un commissaire hongrois, Varhelyi pour ne pas le nommer, qui avait un désintérêt pour ce voisinage sud. Donc il a fallu déjà se battre contre ce commissaire et dire combien l'Afrique était importante pour l'Europe. Et ce changement de paradigme, il a commencé déjà par pousser à ce qu'on ne parle plus de développement, qu'on arrête de parler de développement. Et ce changement, il s'est vu sur la DG, qui ne s'appelle plus DV, et qui s'appelle Partenariats internationaux. Alors, derrière les mots, on peut croire qu'il n'y a rien, mais il y a eu un travail très important pour faire ce changement de paradigme. Ensuite, le fait de travailler d'égal à égal, où on est gagnant-gagnant. Définir les besoins réels du terrain, et pas avoir des programmes descendants qui s'appliquent comme ça sans vraiment avoir de cohésion avec le terrain. Travailler avec les citoyens aussi pour ces projets-là. Et puis, on parle de passerelle. Alors, je vais revenir un petit peu sur un mot. Tu as parlé d'autopsie. En général, on autopsie un mort, a priori. Donc, j'espère que le Global Gateway n'est pas mort et que justement, il est né il n'y a pas longtemps, il y a 1 an et demi, et qu'on va essayer de le faire grandir. Donc, je trouvais le mot très intéressant et il fallait revenir dessus. Ensuite, une petite parenthèse, ces gateways, ce sont des passerelles. Et on a ici, en Europe, en particulier ici en Belgique, mais aussi en France, parce que je viens de France, des passerelles naturelles, que sont les binationaux. Et ces binationaux peuvent faire de grandes choses, justement, pour créer ces liens. Ces binationaux n'ont pas besoin de comprendre la culture d'un côté ou de l'autre. Ils incarnent cette culture. On l'a à l'intérieur de nous-mêmes. Et ces binationaux ne sont utilisés
ni par l'Occident, ni par l'Afrique. Parce que tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit qu'il faut parler franc. Et moi, j'ai pour habitude de parler franc parce qu'on avance beaucoup plus vite. Ces binationaux, souvent, sont taxés de méfiance des deux côtés. Alors, comment expliquer à nos frères africains, mais comment expliquer aussi aux Occidentaux que lorsqu'on est binational, on n'a pas de souci de travailler gagnant-gagnant pour les deux côtés. Et je crois que, et ça c'est un vrai appel du cœur, moi je suis d'origine algérienne, et c'est vraiment un appel du cœur pour dire, nous sommes déjà ces passerelles. Donc, utilisez-nous pour faire ces passerelles. Et là, je fais un petit crochet par la culture. La culture, on la porte en nous, la culture des deux continents. Et cette culture, elle est absente du Gateway. Et pour moi, ça sera un vrai combat, si j'ai la chance d'être réélue, pour que la culture fasse partie du Gateway. Parce que comment créer les meilleurs ponts, les plus durables, si ce n'est à travers la culture? Moi, c'est un biais par lequel je suis beaucoup entrée, et notamment par quelque chose qui sans doute vous tient à cœur, la restitution des biens spoliés. Comment on travaillera, ou comment on peut travailler sur cette question sans dire à chaque fois l'Afrique n'a pas les moyens de recevoir les œuvres? Construisez-les. Il faut les construire, pardon. Il suffit de construire ces moyens, il suffit de construire les musées, il suffit d'aller voir d'ailleurs les compétences qui existent déjà en Afrique pour recevoir. Donc je pense que ça, c'est vraiment le préalable. Et moi, j'ai beaucoup travaillé depuis 2019 sur cette histoire. J'ai entendu parler de jeunesse. Tu me dis quand je suis trop longue, parce que je peux faire 4 heures. Hein. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de jeunesse. Je travaille sur la jeunesse ici en Europe. Pour moi, pourquoi? Parce que pour moi, la jeunesse, l'avenir de l'Europe, c'est la jeunesse d'aujourd'hui qui doit la construire. Il en est de même de l'autre côté. Mais il faut construire des relations nouvelles avec cette nouvelle jeunesse africaine et cette nouvelle jeunesse européenne. Il faut construire des liens pour ce futur. Et ce futur, il faut absolument qu'on le construise à travers l'éducation, évidemment. Les femmes, partout où je vais, je parle des femmes. Les femmes doivent faire partie de tous les programmes et de manière égale. Il y a aussi ce grand travail à faire là-dessus. Et la culture pour créer des liens entre la jeunesse. Je vais m'arrêter là, j'aurais d'autres choses à dire, mais bon, je crois qu'on ne suis pas toute seule. Merci. Merci. Premièrement, merci beaucoup pour l'invitation à cette journée et bravo pour les discours d'ouverture qui sont très inspirants. Et je pense que Global Gateway en fait répond en grande partie aux demandes dans les discours d'ouverture. Premièrement, c'est d'avoir une relation plus stratégique entre l'Afrique et l'Europe et une relation qui est moins basée sur la charité ou donc passer vraiment de la coopération au partenariat. Et Global Gateway, c'est ça, c'est de dire la relation entre l'Afrique et l'Europe, c'est pas uniquement le budget de la coopération et de la DG International Partnership, mais c'est ce budget-là combiné avec des investissements du secteur privé, avec d'autres acteurs, et c'est de dire, finalement, nous, les acteurs de la coopération, n'avons pas le monopole de la coopération. Il y a d'autres acteurs, d'autres partenaires qui doivent se mettre ensemble pour renforcer un partenariat plus fort entre l'Europe et l'Afrique. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est la semaine passée, j'étais au Bénin avec Koundoul, qui est le DG de International Partnership, et Rémi Rioux, qui est le DG de l'Agence française de développement, ainsi qu'un représentant de la Banque européenne d'investissement. On était ensemble en format équipe Europe. On a rencontré presque la moitié du gouvernement et le président Talon. Et un des projets phares, c'est le port de Cotonou, le développement du port, plus le développement des corridors stratégiques vers les pays enclavés du Sahel, notamment le corridor Cotonou-Niamey, développement des douanes, développement des réglementations. Le port de Cotonou est le premier écoport certifié écoport sur le continent africain. Les recettes fiscales, s'assurer que le développement du port bénéficie aux populations, soit réinvesti dans des projets sociaux qui permettent de faire l'éducation, la santé et d'autres projets.
pour moi, c'est vraiment c'est ça, et ça combine la coopération, ça combine des agences, ça combine le port d'Anvers qui donne l'expertise notamment pour la gestion du port de Cotonou, et différents acteurs privés, et pas qu'européens. Il y a des Marocains, il y a des Chinois, il y a des Turcs qui investissent sur le port de Cotonou, et nous, en tant qu'agence belge de développement, on s'assure que ces investissements bénéficient aux populations avec des réglementations et de la gouvernance qui permettent une bonne gestion de tous ces moyens. Et donc oui, il y a des critiques qui sont faites sur Global Gateway, notamment le fait que c'est pas clair, et c'est vrai que c'est des terminologies qui ont été ajoutées, il y a d'autres programmes existants, et donc il y a certainement une pédagogie à faire pour expliquer mieux ce que ça veut dire. C'est un terme, c'est parfois un peu un buzzword, mais derrière il y a des actions concrètes. Les critiques que j'entends de nos partenaires en Afrique, c'est effectivement la lenteur de mise en œuvre, le manque de clarté sur exactement les lignes de financement. Et là, je pense que l'Union européenne en est bien consciente, et c'est pour ça qu'on a fait cette visite notamment au Bénin, pour expliquer aux partenaires quels étaient les avantages. Une autre critique qu'on peut faire sur le Global Gateway, c'est effectivement l'écoute du partenaire. Mais là, moi, je pense qu'il faut, si on répond à ce qui était demandé ce matin, d'être dans un véritable partenariat stratégique mutuel, c'est les attentes des deux. Et je pense que Global Gateway a la force de mettre ou d'être transparent sur le fait que c'est les intérêts africains et les intérêts européens. Et je pense qu'un véritable partenariat, c'est quand les intérêts des deux parties sont dans la balance, et autrement c'est de la charité. Et évidemment, il ne faut pas que ce soit que les intérêts européens, il faut que ce soit évidemment un bon équilibre entre les intérêts des deux continents. Voilà, je peux en dire beaucoup, mais je vais laisser mes collègues européens en parler mieux que moi. Merci, Monsieur Van Zetten. Let me start that also for me, the term autopsy doesn't bode well for the health of the Global Gateway. But in any case, I am the rapporteur for the European Economic and Social Committee for an opinion on Global Gateway. The European Economic and Social Committee is, sorry. Yes, the microphone. Sorry. Is a body, a consultative body for European Parliament, Council, and Commission. And we made an evaluation of the Global Gateway, an evaluation after 2 years, because start at the end of 2021 is quite difficult, but in any case, we try to do that. Global Gateway, on the basis of this declaration of Madame President of the Commission, Ursula von der Leyen, I think that the Global Gateway gave an opportunity to the European Union to compete with other development tools like Belt and Road Initiative in China, or other tools for Japan, India, and United States and UK. Is a tool for the stabilization of the partner countries, economic, security stabilization, is a tool to facilitating the goals of decarbonization that you know is very important for the EU Green Deal, and is a tool to support in the EU standards, human, labor rights, technical and commercial standards. But in any case, there are also some critical points. The first critical point is the budget, because there are 300 billions of euro, but they are not new funds. They are funds that are rebranding, that we are repackaging, because it is composed with tools that already exist in the multi-annual financial framework 2021-2027. But in any case, there is another problem. Another problem is that there are some doubts about the funds from the private sector,
They think that there will be the mobilization of 150 billions of euro from the private sector. These mean that there will be a multipliers of 1 to 10. Is a multiplier too optimistic and not realistic? But we will see what will happen. But there is one thing very important, is the real participatory and inclusive process, because many of you told today that we need investment projects that give win-win results for Europe and for Africa. And I think that there is the impression in many countries in Africa, but also in Latin America, that the Global Gateway, but also other tools of the trade, of the European trade, economic partnership agreement, free trade agreement, investment agreement, that they unilaterally serves the interest of the European citizens, workers, and enterprises, and not the interest of the other country in Africa or Latin America or Asia. I think that we need to eradicate this critical point. How? It's crucial to ensure the real involvement of citizens, civil society organization and social partners, not only in this side of Europe, but in the other side, in Africa country, when we speak about development project. In this way, we can replace the concept of cooperation with partnership principle. And I think that our committee guaranteed this kind of involvement of the civil society organization and the social partner in Africa. I think that there is a crucial point for the Global Gateway project inside the program. For us, it is crucial that every project will be with an impact assessment from economic, social, environmental point of view. This is very important because it's not important only to highlight geopolitical strategical consideration. It's important that all the projects ensure this sustainability from the economic, social, and environmental point of view. Another thing that is important, and I conclude, is that the Global Gateway, and in any case all the other tools, free trade agreement, economic partnership agreement, must to follow the principle and goals that promote peace and security, the human rights enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, and the provision contained in the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and the respect of the ILO Fundamental Convention for guarantee important labor standards, not only in Europe, but also in the other part of the world. Everything must to be involved in this Global Gateway project. Because I want to remind what said, someone said that is Gandhi, but it's not clear. What you do without me, you do against me. So we need the involvement of these citizens, civil society organizations, social partners in Africa and in the European Union. We, in the European Economic and Social Committee, we are fighting to ensure that these principles and goals are included in the framework of the Global Gateway. And probably, if this principle, we will guide this Global Gateway program,
probably 10 years from now, we will back here for another HIPPO conference to speak about a success story as a global gateway and not to do an autopsy of the global deed body. Thanks. Thank you, Mr. Palmieri. Merci, Mr. Palmieri. En effet, nous parlions d'autopsie dans ce sens-là. Nous ne souhaitons pas que nous ayons à nouveau à parler d'un mort lorsque nous parlerons du Global Gateway dans 10 ans. Monsieur Beg, je vous donne la parole. Good morning. I'd like to start with a story. This is a story that is recounted by Jalaluddin Rumi, who was an Islamic scholar, also a mystic and a poet. And he wrote in the 12th century, he said, people in that country hadn't seen an elephant before. So an elephant was brought into a room, they closed the curtains, and 3 people came, but they covered them with a blind to cover their eyes. One person touched the ear of the elephant, and he came out and he told the others, an elephant is very flat. The second person came in and he touched the legs of the elephant, and he said, the elephant, it's like a tree, it's very solid, it's a column. And he went out. The third person came in and said, and then touched the trunk of the elephant. And the third person told the others, I know what the elephant is. An elephant is like a snake. So the 3 people outside the room, they were arguing. They were saying, one said the elephant is flat, the other said it's like a tree trunk, the third person said it's like a snake. This is a bit like the Global Gateway. There are different interpretations of it. Yes. But what I will try to do, because I've been working on this before, I mean, we started on the connectivity between Europe and Asia, and then it metamorphosed into the Global Gateway. I'll start with 3 C's. So like the ear, the first C, I think, is you have to have a conversation. We need to listen. We need to have an honest conversation, as you mentioned. I think we have to also remove the lenses of this neo-colonial or historical or this paternalistic view, as you mentioned, Minister. So first C is a conversation. Second C, I think it's co-creation. It cannot be one side coming, and I think it cannot be one side coming and saying, these are your problems, we will solve the problems for you. I think what we now need to do is, and the Global Gateway signals this, it's a change of software. You mentioned the change of the changer le logiciel. We cannot continue having development aid. Africa is rich, as you mentioned, Ambassador. It has 30% of the critical raw materials of the world. It has 40% of the gold of the world. It has an average population of 19. The predictions are that by the middle of this century, from 1.3 billion people, Africa will be more than 2 billion, 2.5 billion. By the end of this century, there are predictions that it will be 4 billion people. Some predict that 1/3 of humanity will be African. We all come from Africa originally. I went to see Lucy in Addis Ababa, the skeleton. So second C is co-creation. And I think the third C is we have to be concrete. Now we have made an announcement. Africa is also receiving interest from China with FOCAC, from Japan. This year there will be 6 summits and engagements that the African Union has, which is good. And there is Turkey, there is India, there is Republic of Korea. We hope to have with the European Union as well. But what we have to avoid is a new scramble for Africa. And Africa has to decide what Africa wants. And if we can do this in a concrete way, we have identified 2 Team Europe initiatives per country. 75 Team Europe initiatives have been identified for Africa out of 144 in the world, and 116 flagships. I don't think we're very good at communicating.
I mean, we have invested 1 billion in vaccine manufacturing and so on. But so that was the ear. We have to listen. In terms of the 4 pillars, the 4 legs of the elephant, I would look at the 4 Ps. First is prosperity. What keeps African leaders awake at night is to create jobs. I mean, they need to create jobs for this youthful population. So the Global Gateway, we hope, can help through investment to provide jobs and to provide added value. When we buy a cup of coffee or eat chocolate, I'm fasting because it's Ramadan, but those who are drinking coffee, we pay 3 euros for the coffee. How much is the African farmer getting for this coffee? It's cents, if you're lucky. The same thing for the chocolate I get for my daughter. The farmers are earning cents, and some companies are earning big bucks, big euros. So we have to look at, we should not be extracting the raw materials. We have to help add local value, and Africans need to take that destiny in their hands. We will accompany, as you mentioned. Second P is peace, security, and governance. These are also issues. You mentioned an honest conversation. More money is leaving Africa through illicit financial flows than is coming into Africa through foreign direct investment. So we have to have that conversation. Third P is people. We have to invest in health and education. There will be a big event on the Global Gateway on the 11th of April. Commissioner Urpilainen is a former teacher, and her priority is education, education, education. Last P is the planet. Africa, I think, only produces 3% of the emissions, but pays a huge price for the planet. So we hope through the Global Gateway to encourage more green and clean investments. Africa now has a seat in the G20. Africa has a voice now, much stronger in multilateral fora. What we don't want is that the multilateral system is reflecting the world in 1945. It must be reflecting the world today and of tomorrow. So those were the legs. Quick point on the trunk. 3 eyes. I think it's we need integrity. So if we talk about principles of environment, social, and economic principles, they need to be applied with our partners as we do also at home. You also mentioned minister integrity. The international rules-based order must not depend on the color of your skin. It must be the same around the world. And I think this is the criteria that Europe and others will be judged on. The other I is invest. We have to bring the private sector. I think development aid cannot solve this issue alone. Foreign direct investment. Europe has foreign direct investment stock of 222 billion euros in Africa. China has 38 billion. US has 40 billion. And I think we need to also invest not only in the private sector, but in women, in civil society, in youth organizations, in faith leaders, and in other partners. Last I, and I leave you with that, is imagination. I think we also need the ideas that were mentioned from the youth. E-commerce, e-governance, artificial intelligence, all of these things in the future. Last point, I think if I was to try to take what does Global Gateway mean, I mean, I will take out my wallet, check how much money I have, and then if you look at all the euro notes that we have, one thing in common is the bridge. And I think that is the bridge connecting us all together. And I think that can be the bridge for partnership, for the Global Gateway, and connecting people together. So thank you very much. Thank you, Mr. Beg. Et en effet, vous avez parlé de pont, et je pense que le Global Gateway, comme cet événement que nous faisons aujourd'hui, est dans cette veine-là, de toujours créer des ponts entre l'Europe et l'Afrique. Nous pourrions parler pendant des heures de ce sujet qui est le Global Gateway, mais malheureusement nous sommes pris par le temps, donc je vais vous demander une dernière intervention chacun, simplement pour nous indiquer
quel est pour vous, comment le Global Gateway, quelles sont les clés, qu'est-ce qui pourrait être apporté au Global Gateway pour consolider cette relation entre l'UE et l'Afrique, relation équitable et surtout pour l'avenir de nos peuples? Alors, je vais essayer d'être rapide parce qu'il n'y a pas de temps. Je vais juste rajouter quelque chose auquel je tenais. J'ai reçu une délégation de maires sénégalais il y a 3-4 mois sur Paris. Il y a une chose qui ressortait, qui était importante et qu'on retrouve aussi avec nos fonds européens ici en Europe. C'est que finalement, on part souvent sur des gros projets, il en faut, mais on passe à côté parfois de petits besoins qui ont des conséquences très importantes. Et ces maires me disaient, nous, on n'a pas besoin de construire je ne sais trop quoi. Nous, on a juste besoin de tables pour notre école. On a notre école. D'autres me disaient, nous, on a notre école. Il nous manque un enseignant, de rémunérer un enseignant. Un autre maire me disait, en fait, j'utilise ma voiture à chaque fois qu'il y a une femme qui doit aller accoucher à l'hôpital qui est quand même assez loin. Donc, il nous faudrait juste une petite voiture qui nous permettrait d'emmener les blessés à l'hôpital ou les femmes qui devaient accoucher. Donc je crois que c'est important. On a aussi ce problème ici en Europe avec nos fonds, c'est d'aller voir aussi les tout petits projets qui ont besoin juste d'un petit coup de pouce, qui ne coûtent vraiment pas grand-chose par rapport aux sommes qui sont investies et qui pourtant auraient des conséquences positives très importantes. Donc n'oublions pas d'aller sur le micro pour travailler avec l'Afrique. Voilà. Avant de répondre à la question, moi, une chose que j'ai oublié de dire dans les avantages du Global Gateway, c'est aussi la mise en commun. Là, je parle en tant qu'agence de développement. Donc, une des critiques qu'on peut faire à l'Europe, c'est que chaque pays vienne individuellement avec son programme de coopération et ses propres priorités. Ici, ça a le mérite de mettre ensemble les priorités. Je mentionnais la visite au Bénin, mais on l'a vraiment vu, le fait d'être ensemble. Vous l'avez mentionné sur des Team Europe Initiative et des flagships qui sont bien précis. Il y en a 2 ou 3 par pays. Ça rend aussi le package européen plus crédible. Dans ce qui peut être amélioré et dans le futur, moi je pense qu'une erreur de l'Europe, ce serait de vouloir être en concurrence avec d'autres acteurs, notamment la Chine, et il y a cette obsession que la Chine ou d'autres pays investissent en Afrique et l'Europe est à la traîne. Moi, je pense qu'on n'est pas à la traîne et je pense qu'on doit se focaliser sur quoi on est bon, et c'est ce que nos partenaires en Afrique nous demandent, d'offrir le meilleur de l'Europe. Et c'est quoi le meilleur de l'Europe ? C'est le modèle social, et il ne faut jamais l'oublier. On a une Europe qui s'est construite sur une solidarité entre pays. L'intégration régionale, on a l'ambassadeur de l'Union africaine, on l'oublie aussi, c'est une valeur ajoutée, une expertise européenne. Comment travailler avec l'Union africaine pour développer un modèle comme on l'a développé en Europe qui permet d'avoir une meilleure intégration, d'avoir moins d'inégalités entre les pays pauvres et les pays riches, ou entre les régions plus pauvres et les régions les plus riches, parce que ce sera un des grands défis de l'Afrique, c'est l'inégalité. On le voit dans les villes, il y a vraiment une classe moyenne qui se développe, et dans les campagnes, ça reste encore extrêmement pauvre. Là, je pense que le modèle européen est une valeur ajoutée. Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire chez Enable, c'est d'offrir finalement en quoi l'Europe est bonne. On va travailler maintenant sur la production d'hydrogène vert, parce que c'est une compétence qu'on a ici et ça va répondre aux besoins énergétiques en Afrique. On travaille sur les questions logistiques, les questions de santé, qui sont des compétences européennes. Et donc, ne pas se focaliser uniquement sur l'infrastructure. Si la Chine est très bonne sur l'infrastructure et permet de répondre à des besoins, mais pourquoi pas les laisser le faire, et nous, de travailler plus sur les questions du soft, le développement des compétences et le modèle social qui est notre expertise. Et alors, je voulais ajouter, rebondir sur ce que vous aviez dit sur la culture. Je pense qu'effectivement, c'est souvent oublié. Ce lien culturel très fort. Et le président Talon au Bénin nous l'a dit la semaine passée. Il dit on est content d'avoir des investissements indiens, des investissements chinois, etc. Mais on a une proximité culturelle avec vous et on ne peut pas le nier. On a une histoire commune, on a une proximité géographique. Et dans certains cas, on préfère travailler avec les Européens. Et c'est vous, parfois vous-même, qui vous mettez des contraintes en parlant de décolonisation. Oui, il faut changer le paradigme, il faut changer le vocabulaire, il faut changer l'approche, il faut changer la manière d'être.
Mais culturellement, il y a encore une proximité très forte, et donc investir dans des projets culturels, les industries créatives. D'ailleurs, Enable, on va soutenir l'entrepreneuriat dans tout ce qui est industrie créative sur le continent africain. Je pense qu'effectivement, c'est bon. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur les petits projets, moi, je suis convaincu que les petites initiatives ont du sens. Évidemment, le problème, c'est qu'il ne faut pas que ce soit du saupoudrage. Mais là, je pense qu'on a un rôle, en tant qu'agence, nous, de faire ce lien, justement, entre des initiatives locales, et c'est la spécialité d'Enable, parce qu'on travaille à un niveau décentralisé, et justement, les grosses initiatives comme Global Gateway. Et là, je pense qu'on a clairement un rôle à jouer pour finalement... J'aime bien le nom Enable parce qu'on a un enabler, un facilitateur et un connecteur de connecter l'ensemble des initiatives. Merci. Merci à vous. Merci. Very short. I think that, as said from Mr. Jogan, we need nouvel espace de dialogue. And I want to try to reaffirm that we need the involvement of citizen, African citizen, civil society organization, and social partner, that they have to be engaged in the Global Gateway project. They need to know all the information, but not only for the project of the Global Gateway, but also for the other tools of the European Union, the Free Trade Agreement, the Economic Partnership Agreement, and I think that also the African government have the task to guarantee this kind of involvement. I mentioned that more or less 6 years ago, I've been in Johannesburg for a big conference on the Economic Partnership Agreement. And there were more or less 100 people in this conference, and there were only two representatives of the trade unions, me and one from Zimbabwe. I think that we need a real involvement also in the Africa side, not only in the Europe side. Another thing, I agree with you that we need to export our European social model because it's a very important cornerstone for the development of the European Union. And the same is the cohesion policy. I have a dream to create a macro-regional strategy for the Mediterranean, a bridge between European Union and African country. Obviously, we need also to remodulate our policy, the common agricultural policy that is quite critical for the African country. And I think that I agree with what said from Mr. Hamad. Tout ce qui touche l'Afrique touche le monde, touche l'Europe. This is really important, and I think that we need to change this paradigm, and the principle of the partnership is one of the pillars to give this changement real. Thanks. Avant, j'ai travaillé à la délégation de l'Union européenne à Pékin, et on avait une conférence organisée par le Parti communiste dans le Great Hall of the People sur la Chine et l'Afrique. Et on était dans un hôtel, et après de l'hôtel, nous sommes allés dans le Great Hall of the People. Et j'étais à côté dans le bus avec une collègue africaine. Je pensais que c'était une collègue, elle parlait, et je dis, comment est-ce que vous comparez l'Europe et la Chine en Afrique? Elle m'a dit, la Chine sont vite,
ils peuvent faire des investissements dans un electoral cycle, dans un cycle électoral. Pourquoi? Parce que le parti peut dire aux sociétés privées, il faut investir dans tel ou tel pays, tel et tel secteur. J'ai dit, qu'est-ce qui ne va pas? Elle a dit, le problème, c'est les Chinois apportent les travailleurs, eux, ils vont là-bas, et puis ils rentrent, c'est pas toujours bien pour les travailleurs africains. J'ai dit, et pour l'Europe, qu'est-ce que vous pensez? Elle a dit, l'Europe, c'est bien, la qualité est bonne, mais ça prend trop de temps, et l'Europe, c'est toujours... droits de l'homme, LGBT, etc., etc. Alors, pardon, c'est elle qui a dit ça. Mais, alors j'ai dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a dit que l'Europe doit apprendre des Chinois, devant être plus vite, il faut être plus concrète, et la Chine doit apprendre de l'Europe. La Chine doit être plus sur les questions économiques, sociales, civil society et les peuples. Et après, on était dans le Great Hall of the People. Et le discours, c'était la madame qui était à côté de moi, c'était un ministre d'un pays africain. Je ne vais pas citer le pays. Mais elle n'a pas dit la même chose au tribunal qu'elle a dit dans le bus. Et c'est ça que je pense que l'Europe... I'll switch to English. We have to discuss together with the African partners. We have to create together, and I think we have to enjoy together. And maybe with the young people who are here, I think that will be the solution. Thank you. Thank you. Un dernier mot, un mot de clôture de Madame la députée européenne. Alors, pas forcément de clôture, quoique c'est un rêve. Tout à l'heure, quelqu'un a dit l'éducation, c'est la priorité absolue, sauf que ça représente que 0,75% des fonds. Donc, pour moi, une priorité, c'est un peu plus élevé. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'ici, en Europe, on a construit un programme qui s'appelle Erasmus, sans doute vous connaissez, qui permet justement aux Européens, aux jeunes Européens, mais même pas que jeunes, avec Erasmus+, de se connaître. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas construire un Erasmus africain pour permettre au peuple africain de se connaître? Et c'est là qu'on crée aussi une cohésion et qu'on donne encore plus de poids à l'Union africaine. Voilà pour le dernier mot. Merci. Un grand merci à vous quatre pour ces échanges qui ont été riches et qui nous ont permis d'y voir beaucoup plus clair sur le Global Gateway. Donc vraiment, merci à vous, merci pour votre temps, merci pour vos paroles. Merci beaucoup. Moi, je pense que quand j'ai dit c'est pas normal, moi je dois dire les choses comme je les pense. Je ne les cache pas. Je les dis en respectant également les uns et les autres. C'est ça la vraie diplomatie active. C'est pas se rabaisser et avaler les choses pour accepter. Après, ça devrait être fatal. On parlait tout de suite de... Ah, c'est M. Awad Sa qui suit l'ambassadeur de l'Union africaine. Donc on parlait tout de suite des destins qui sont croisés, c'est vrai. Parce que l'Afrique porte, comme on l'a dit, un adage africain, l'Afrique porte le monde sur son dos. Parce qu'en voyant déjà la configuration géographique de l'Afrique, on voit l'Europe, mais on voit également aussi d'autres continents qui sont là. Et d'autres continents qui sont également aussi faits en majorité par les Africains. C'est très important de relever ceci. Et par rapport à la stratégie Global Gateway, c'est vrai, c'est une très belle initiative qui a été mise en place. Elle a été mise en place, je pense, depuis la prise des fonctions par la Commission Madame et Monsieur van der Leyen. Mais je voudrais vous informer que c'est vrai, on a toujours commencé avec l'Europe, on échangé sur des vieilles coopérations comme les accords de partenariat avec les ACP, les Caraïbes et le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes et le Pacifique, qui dataient de longtemps, de 40 ans. On vient encore de renouveler encore pour 40 ans l'accord de Georgetown, qui, franchement, pour nous, c'est vrai, c'est des coopérations bilatérales entre États, mais qui n'ouvrent pas des perspectives pour avoir un continent assez fort
politiquement intégrée avec une Union africaine comme une Union européenne qui communique et qui est pour le peuple. Parce qu'on fragmente, on coupe la tête, on prend les troncs et on prend aussi les pieds. Parce que vous avez l'Afrique du Sud qui est en dehors du processus, toute l'Afrique australe, l'Afrique centrale, toute l'Afrique subsaharienne est traitée à travers cet accord de coopération entre les ACP et l'Europe. Et nous avons également aussi l'Afrique du Nord qui a aussi des accords de bon voisinage qui ont été... je pense que c'est important de les dire. Et je pense que c'est intéressant pour les États dans le cadre bilatéral, mais c'est aussi, ce n'est pas très intéressant pour la population continentale de façon globale. Quand je parle de Global Gateway, sa conception d'abord, je l'ai dit tout haut, quand la conception était faite, que ce soit même du début jusqu'au Parlement, l'Afrique n'a jamais été consultée. Ça, il faut le dire. Je l'ai dit vraiment, c'est ça. Mais on s'entend quand même avec nos amis. Voilà, c'est des concepts qui sont importants et qui permettent de mettre les entreprises, par exemple, privées, le secteur privé, développer l'Afrique. Également pour permettre également aux populations des deux continents d'en bénéficier. Je vous avoue que c'est le premier sommet de février 2022 pendant lesquels les chefs d'État et de gouvernement se sont vraiment dit, voilà, il faut que ça s'arrête. Il faut qu'on change de paradigme pour qu'on puisse arriver à une coopération, une partenariat d'égal à égal. Mais maintenant, quand on prend, par exemple, la mise en œuvre, par exemple, de ces Global Gateway, il y a un aspect important qui a fait toller les directives contre la déforestation, qui n'ont jamais été faites en concertation avec l'Afrique, qui est pourvoyeur des ressources importantes. Je prends le café, le cacao, le pétrole, les énergies fossiles, c'est vrai, on est en transition énergétique, c'est bien beau, ma sœur l'a dit tout à l'heure, vous avez des pays qui n'ont jamais vu d'électricité. Et on parle d'une transition énergétique, c'est bien, on doit travailler dans le cadre du changement climatique pour arriver à cela. Mais il faut avoir les minimums pour ces pays-là qui ont découvert, par exemple, du pétrole, et qu'on leur dit maintenant la Banque européenne ou autre ne finance pas les énergies fossiles, c'est pas normal. Je trouve que vraiment c'est inadmissible ça de l'évoquer. Pour revenir sur la directive, par exemple, relative à la déforestation, je vous avoue que si cette directive se met en œuvre, beaucoup de pays de l'Afrique vont se retrouver à une étape vraiment embryonnaire et même de déliquescence par rapport à leurs ressources. Les cafés, les cacao, les règles, par exemple, en termes de reconnaissance ou de labels ou autres, tout ça qui pose problème et qui n'ont jamais été faites en concertation. Et l'autre aspect, c'est les corridors. C'est inconcevable que l'Europe définisse ces corridors ou impose ces corridors à l'Afrique. Nous avons une agence de développement, NEPAD, qui a travaillé sur tous les corridors qui relient l'Afrique pour avoir une interconnexion entre les pays, une interconnexion entre les régions, mais également une interconnexion entre les continents pour être comme l'Europe, monsieur, comme notre ami vient de le dire. Donc ça, maintenant, on ne tient pas compte de cela. Mais on tient compte des aspects stratégiques que l'Europe veut. C'est connecté à l'Afrique du Nord, c'est connecté à un certain nombre de pays où l'Europe a une stratégie en termes politiques ou diplomatiques. Moi, je pense qu'avec ceci, on ne peut pas construire des États. On ne peut pas construire une union africaine de peuples et au service du peuple. Je pense que ce n'est pas diplomatique de le dire, mais je l'ai dit. Moi, je l'ai dit. Je l'ai dit à qui veut l'écouter. Je pense que c'est ça. On a parlé des changements de paradigme tout à l'heure en termes de gouvernance démocratique. Il y a un élan maintenant de nouvelles démocraties, de nouvelles jeunesses qui est en train de prendre de l'impulsion pour chercher à changer un système de gouvernance. Donc pour faire ceci, donc, il ne faudrait pas infantiliser entre guillemets l'Afrique. Ça, c'est important. Mais si on continue toujours à infantiliser pour dire que voilà, l'Afrique, parce que l'Europe investit mieux, et de bonne qualité, la Chine n'investit pas, l'Afrique est ouverte à tous. Et celui qui a faim n'attend pas. Il faut venir vite, les potentialités sont là, discutons et investissons au profit de tous. Voilà ce que je voulais lui dire et je m'excuse vraiment d'être très franc et d'être très direct. Très bien. Très bien.
Merci. On va prendre une deuxième. Est-ce qu'on a quelqu'un pour le micro? On va prendre les deux, comme ça, après les réponses. Il est là. Bonjour. Moi, je viens du Cap-Vert, les îles du Cap-Vert, vous connaissez, je pense. J'étais ministre des Affaires étrangères et de la Défense pendant de longues années. J'ai entendu les uns et les autres parler de la coopération, du partenariat entre l'Afrique et l'Europe. Je voudrais souligner quelques points qui me paraissent très importants. Et moi, je viens d'un pays qui a été, entre guillemets, colonisé. Je dis colonisé entre guillemets parce que, comme vous le savez, quand les Portugais sont arrivés, ils sont arrivés un peu partout en Afrique. Aux îles du Cap-Vert, il n'y avait personne. Donc le peuple capverdien est à la croisée des chemins. C'est vraiment un mélange d'Africains et d'Européens. Moi, j'ai des parents, arrière-grands-parents qui sont de Madère, des Açores, mais aussi Bamileke, Mandingue, etc. Et c'est ça le Cap-Vert. Donc je suis à la croisée des chemins. Quand j'entends parler d'exporter le modèle social européen, je me pose des questions. Il ne faut pas exporter. Il faut aider l'Afrique à construire son modèle social. Ça, c'est la première chose, parce que c'est vrai que sur un certain nombre d'aspects, ça a été un succès, le modèle social européen, ici en Europe. Il y a moins d'inégalités entre pays, c'est vrai, c'est sûr, mais il y a énormément de problèmes entre beaucoup de pays. Je ne vais pas les citer parce que j'étais ministre des Affaires étrangères. J'ai beaucoup d'amis ici en Europe et partout, dans tous les 27, 28 pays, je disais. Et j'ai beaucoup travaillé avec les uns et les autres. Et je pense beaucoup à l'intérêt de mon pays et de l'Afrique. Donc je ne veux pas citer de noms de pays et de ministres des Affaires étrangères ou président ou Premier ministre, vous comprenez. Mais le modèle social européen est en train de fabriquer des extrêmes partout. D'après vous, pourquoi il y a des mouvements populistes un peu partout en Europe? Ils prennent le pouvoir aujourd'hui. Regardez les pays où ils sont au pouvoir. Ils sont arrivés au pouvoir. Les prochaines élections européennes dans peu de temps, il y a beaucoup de pays qui vont changer en termes de Parlement européen. La montée des extrémismes en Europe, c'est dû aussi au manque de réponses apportées aux populations. Le modèle socio-européen n'a pas apporté de solutions partout, de solutions équitables. Et voilà un point important. Je voudrais aussi vous dire que je crois que l'Afrique a les conditions de prendre ses responsabilités, les responsables africains. On ne doit pas exporter la démocratie, la gouvernance. On doit construire un modèle démocratique africain. La démocratie, Winston Churchill le disait, je crois qu'il avait raison. Nous aussi, on veut développer notre démocratie, mais on veut un partenariat d'égal à égal. Mais franc, un partenariat franc. Il faut qu'on se regarde les yeux dans les yeux et qu'on discute pour construire des solutions. Vous savez, moi j'ai fait mes études en France il y a de longues années et je connais bien l'Europe. J'ai suivi le parcours politique des uns et des autres. Beaucoup de pays européens, des grands pays européens, la France, l'Allemagne, les partis traditionnels disparaissent. Le Parti socialiste, je ne citerai qu'un exemple, en France, le parti de François Mitterrand, qui était même un grand homme d'État, a complètement disparu. Complètement disparu. Et la droite aussi, c'est la même chose. Il y a une crise politique en Europe évidente. Il n'y a plus de grands hommes d'État en Europe, ici. La dernière, parce que c'était une femme, à mon sens, c'était Angela Merkel. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Donc, on doit réfléchir avec honnêteté, responsabilité, mais arrêtons d'imposer aux uns et aux autres. Aujourd'hui, notre continent, l'Afrique, est devenu la fiancée du monde. Vous avez le sommet États-Unis-Afrique, Chine-Afrique, Japon-Afrique, Turquie-Afrique.
etc., etc. Union européenne, Afrique. Pourquoi? Pourquoi on est devenu la fiancée du monde? Parce que l'avenir du monde est en Afrique, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Donc, soyons partenaires et construisons un partenariat d'égal à égal pour résoudre les grands problèmes du monde. Les problèmes de l'Afrique, de l'Europe. Quand je vois ce qui s'est passé récemment en France, j'aime beaucoup la France. J'ai fait mes études, j'étais en Normandie pendant de longues années, mais quand j'ai vu la loi sur la migration, l'immigration qui a été approuvée, je me dis, mais un pays des droits de l'homme, où va-t-on en France? Et après, on s'étonne de la montée de l'extrême droite. Merci beaucoup. On va prendre des brèves réponses. Qui veut... Merci. Je vais juste répondre sur le modèle social européen. Je ne pense pas avoir dit exporter, c'est pas le bon terme. Effectivement, c'est offrir le meilleur de l'expertise et après, évidemment, c'est aux pays partenaires de choisir entre les différentes offres d'expertise. Donc, je suis tout à fait d'accord avec vous. On n'est pas du tout dans une logique d'exportation, je n'aime pas le terme, mais c'est plutôt une logique d'offrir ce en quoi on est bon. Et je pense que ça, c'est du partenariat, c'est de dire, nous, on est bon là-dedans, si ça vous intéresse, on peut travailler ensemble sur ces questions et sur ce en quoi on est bon, et notamment l'intégration régionale. Maintenant, sur le montée du populisme en Europe, là, je ne vais pas me prononcer, je pense que le modèle social reste un modèle qui est bon, mais effectivement, qui est challengé par des circonstances qu'on connaît ici en Europe. Par rapport à la remarque de l'ambassadeur de l'Union africaine, sur la consultation des partenaires, je suis d'accord avec vous, hein, personnellement. Enfin, moi, c'est la fierté de notre agence Enable. On est 2200 personnes, il n'y en a que 200 à Bruxelles, il y a 2000 en Afrique et principalement des collègues des différents pays dans lesquels on travaille. Donc on est une agence extrêmement décentralisée et c'est voulu, c'est une stratégie. On a eu une grosse croissance au cours des dernières années, mais on a limité le nombre de positions à Bruxelles pour justement s'assurer que l'écoute des partenaires reste à la base de notre action. Vous parliez de l'agence, la NEPAT ou l'ODA, l'agence de l'Union africaine. On a signé un accord de partenariat avec l'agence, justement pour s'assurer que ce qu'on fait rentre dans les priorités de l'Union africaine. Et on soutient actuellement la création de l'AMA, l'Agence africaine du médicament. On a donné un budget directement à l'agence pour la mise en place de l'agence à Kigali, sous l'autorité de l'ODA ou de la NEPAT, de l'agence africaine, de l'agence de développement de l'Union africaine. Donc on est d'accord. Et moi, je participe énormément à des débats ici à Bruxelles, notamment aujourd'hui, pour justement m'assurer de ce dialogue et auprès de l'Union européenne et auprès de Koundoul, qui est le DG de INPA. Je lui répète sans cesse le besoin de faire ces rencontres beaucoup plus et d'être à l'écoute de la critique également qui est justifiée et il faut absolument garder ce dialogue. Maintenant, l'Europe a aussi le droit de choisir ses priorités. L'Afrique a le droit. Le partenariat, il est là. Hein, le partenariat est dans le dialogue et la discussion et il faut que ce soit dans les deux sens. Merci. Yes. Very short reply also for me. We need that the Global Gateway is organized in multilateral way and not in bilateral way, European Union and for each country. One reply about the European social model. I don't think that the growing of the populist extreme right parties came because there are wrong answer from the European economic social model. The European economic social model give an important reply to the challenge of the COVID-19. The public health in many countries saved life during the pandemic. And it was the public health sector, not the private health sector. Probably the growing of the extreme right parties and populist party also in my country became from the wrong answer that became from the
European economic governance, the Stability and Growth Pact, and this kind of reform. But this is another story. The last one. We are at the crossroads. The crossroads are very important because permit to the people to meet. But it's also very dangerous because after to meet, people can go to different way. So we need to have the same path to build together. It's not easy. We need to have a meeting like this, not every year, but probably every month. Thanks. Je pense les mots-clés, je n'ai pas les solutions, mais les mots-clés que je pense, c'est d'abord, il faut empathie, il faut comprendre l'autre, il faut l'écoute, et le troisième E, c'est l'énergie. Et je pense que la jeunesse peut apporter ça, et la société civile. In English, I would say 3 R's, I think, we need renewal. Somehow we need to hit the reset button on relations. And that also means that we have to reflect ourselves here in Europe. What is working, what is not working? And I think the honest conversation is good. Next year is the African Union, this year is the AU Year of Education. Next year, the African Union, it's the year of, it's going to be a more complicated one, but it's looking at retribution and financing for what has happened in the past. I think we have to be ready for that difficult conversation, but I hope that this conference will also help us reset our relations and be on a good path. Thank you. Très bien. Merci pour ces réponses.